Qu'est-ce qu'on entend par conflit à haute intensité? Tous les conflits sont de haute intensité. Nos soldats, nos militaires, nos officiers, chaque fois qu'ils sont engagés sur un théâtre d'opération, qu'ils soient extérieurs ou même dans notre pays, mettent de l'intensité. Maintenant, si on dit qu'un conflit de haute intensité, c'est celui qui fera affronter des armées de même calibre, de même format, avec une forte attrition, plusieurs fronts me semblent compliqués. Pourtant, je ne veux pas dévaloriser nos soldats, l'ensemble de nos forces armées et puis le personnel civil aussi. Nous sommes une armée qui a toutes les capacités, certes embryonnaire, mais un modèle complet. Alors avec quelques failles capacitaires évidemment, mais un modèle complet, capable de rentrer en premier sur un théâtre d'opération, capable de monter des opérations d'exfiltration. Je pense récemment au Soudan, ou la mission Apagan en Afghanistan, au Soudan, pour rapatrier nos populations, nos expatriés, les Français, ou même les populations qui avaient besoin de se sortir de ce conflit-là. Nous avons ces capacités-là. Maintenant, et ça serait tout à fait nouveau, rentrer en conflit contre un pays ou plusieurs pays avec les mêmes capacités que nous, les derniers exercices montrent qu'on peut le faire, mais sur un temps réduit, sur une période réduite, parce qu'on subirait l'attrition, on subirait un manque de munitions, et les LPM précédentes a essayé de réparer ces armées, mais on reste encore sur un modèle trop réduit. Et puis, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on est un pays doté. On est un des 5 ou 6 pays dotés au monde, à savoir qu'on a la dissuasion. Donc un conflit, comme on peut le constater, parce que depuis février dernier, on raisonne tous par rapport au conflit russo-ukrainien, mais je ne pense pas que ça puisse être le cas de la France, parce que nous avons l'arme atomique. Et quiconque sait, une arme atomique performante, parce que nous continuons à donner des moyens pour cette dissuasion, parce qu'une dissuasion, ça s'entretient, ça se développe, ça se modernise, et n'importe quel pays, c'est vrai qu'il aurait des dommages inacceptables s'il venait à attaquer nos biens vitaux. Donc, un conflit à haute intensité, oui. Les expériences qui ont eu les grandes manœuvres là, du style Orion ou Polaris, qui ont mis en scène toutes nos forces, aussi bien spatiales, terrestres, maritimes, aériennes, prouvent qu'on peut supporter un front peut-être, mais sur une période assez réduite, du fait de la réduction de nos capacités. J'en reviendrai peut-être tout à l'heure sur le sujet, mais nos capacités n'ont jamais été aussi basses qu'aujourd'hui. Nous avons le moins d'avions qu'avant, que nous n'avons jamais eu, le moins de bateaux, le moins de chars, évidemment. Il faut savoir qu'on est à peu près à 220 avions, tout compris, avec ceux de la marine, du groupe aéronaval, et ceux de l'armée de l'air et de l'espace. C'est un point bas. Nous avons moins de 200 chars aussi. C'est un point bas qui n'a jamais été atteint par les armées françaises. Alors certes, il y a la qualité du matériel qui a évolué. Nous avons des matériels de très très bonne qualité, moderne, technologique, parce qu'on s'appuie sur une base industrielle de défense très performante. Mais pour autant, il ne faut pas oublier la masse. C'est ce subtil équilibre entre technologie, qualité et masse et densité. Voilà. C'est ce qu'on doit rechercher. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des manques dans la masse et dans la densité. Alors, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce n'est pas un confetti d'empire, nos Outre-mer. Nos Outre-mer, c'est la force, c'est la puissance de la France. Deuxième ZEE. Il faut replacer tout ça dans un contexte. La France, c'est un petit pays. C'est 70 millions d'habitants sur une population de 7 milliards. Pour autant, on est au Conseil permanent de sécurité, on est un pays doté, et on a la deuxième ZEE au monde. Donc on a des responsabilités. On est riverain avec tout un tas de pays. On est riverain avec le Japon, avec des pays d'Afrique, avec l'Inde, avec le Sri Lanka, Madagascar. On est riverain. Et donc ça nous confère des responsabilités. Et ce sont des richesses pour la France, parce qu'on sait que de la mer viendra la puissance. La mer a souvent apporté aux empires la puissance. La France doit se reposer sur la mer pour lui reconférer, lui redonner
de la puissance. Et malheureusement, force est de constater que les différents gouvernements ont abandonné nos outre-mer. On voit les Antilles, avec les révoltes qu'il y a eu, Mayotte, ils ont 1 jour sur 3 de l'eau, et encore elle n'est pas forcément potable. Il y a une immigration folle à Mayotte qui ressurgit sur la Réunion, avec une insécurité galopante, avec une population immigrée illégale à Mayotte qui dépasse la population avec les conflits qu'on a connus et les émeutes qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Alors que ces pays-là, Mayotte, on a le taux de pauvreté équivalent à celui de l'Afghanistan. Et Mayotte est en France, est un département français. 97% de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté. C'est comparable à l'Afghanistan qui est un des pays les plus pauvres au monde. Donc nous n'avons pas su, pour l'instant, en tout cas, et pour le coup c'est le programme de Marine Le Pen qui, en 2022, qui a axé beaucoup de son énergie, de sa volonté de redonner toute la place aux départements, territoires et régions d'outre-mer, parce qu'elle avait senti, elle le sent que de là pourra revenir la force. Donc, dans cette réarsenalisation du monde, dans ce durcissement des conflits avec des zones en Indo-Pacifique notamment, où on a Mayotte, on a la Réunion, on a la Polynésie, on a la Nouvelle-Calédonie avec toutes ses ressources, et ces petits îlots qui sont autant d'espaces marins et puis sous-marins aussi, qui pourront nous donner des ressources bientôt. On a de véritables richesses. Encore faut-il qu'on en ait conscience et qu'on redonne le pouvoir. Aujourd'hui, et j'ai fait une mission à La Réunion pour constater ça, nos forces militaires, parce que je me spécialise un peu sur ce sujet, on a les appareils les plus anciens à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. On a 2 avions sur chacune de ces îles, ce sont des CASA et des hélicoptères qui ont plus de 50, des Puma qui ont plus de 50 ans d'âge. Voilà. Donc avec ça, forcément, c'est le strict minimum. Moi, je prône on a des superbes avions qui s'appellent les A400M, pour que certains en soient positionnés ou d'une manière permanente ou plus fréquente sur ces îles. Mais ça veut dire aussi développer les infrastructures pour les accueillir, parce que ces bases aériennes, ces bases navales ont été abandonnées aussi. Donc ça demande de les mettre à niveau pour les soutes-munitions, pour leur protection, pour les pistes, pour les hangars, pour l'entretien, pour le MCO. Je prône aussi le fait comme il y a eu lieu l'exercice Pégase qui a envoyé 10 avions, 10 Rafales, plus ces MRTT, plus ces A400M, donc c'est ce fameux triptyque qui fait la force de la France et qui permet de la projection à Pégase, qui a traversé l'Atlantique, cette capacité à projeter une grande force très loin en très peu de temps, de le faire plus souvent. À La Réunion, je crois que les Rafales sont allés 2 fois en 4 ans. Voilà. C'est aussi un signal qu'on pourrait envoyer à nos compétiteurs et à nos adversaires. La France est de retour, la France est présente, on a une puissance, on est capable et on a des appuis. La Réunion, je reviens là-dessus, si jamais il y a un conflit, si le détroit de Bab el-Mandeb est bloqué, la route secondaire passe au large de la Réunion, passe à l'est de la Réunion. Et donc, on serait les premiers acteurs. Et ça peut arriver, parce que c'est une zone, on sait, de conflit. Je ne parle même pas du reste conflit chinois-Taïwan, l'Iran qui est aussi dans l'Afrique avec Djibouti. Voilà, on a vraiment des atouts. Il faut plus de patrouilleurs. Alors, la loi de programmation permet le financement de certains. Nous, et moi j'ai porté des amendements là-dessus pour dire que c'était pas assez. Les PAG, là, les patrouilleurs d'Antilles-Guyane, ou les POM, les patrouilleurs d'outre-mer, il en faut plus parce que on est testé. Les Chinois nous testent, viennent tester. J'ai un exemple assez amusant, enfin pas amusant, mais qui est pertinent, c'est que les relèves sur les îles éparses au large de Mayotte et de Madagascar, c'est tous les 40 jours, je crois. Les pêcheurs qui viennent pêcher dans nos eaux savent très bien que tel jour, il y a la relève. Donc là, ils ne vont pas venir. Mais les autres jours, donc il nous faut des moyens de surveillance. Ça peut être des drones, les drones Mal Reaper qui étaient au Mali, qu'on pourrait rapatrier dans ces outre-mer. On a besoin de présence, de surveillance, alors que ce soit satellitaire, des drones, des bateaux ou des avions. Il faut se faire respecter. Voilà. Et je pense qu'en montrant notre force, en montrant la France puissance dans ces territoires d'outre-mer, c'est un signal à nos compétiteurs, et pas qu'à nos compétiteurs, ceux qui nous testent, pour leur dire on est là. Et je crois qu'on a besoin de ça pour éviter de déclencher des conflits. Quand les Chinois peut-être verront qu'on est capable d'envoyer très rapidement une force considérable, parce que 10 rafales, c'est quand même
c'est assez prégnant, c'est assez puissant. Peut-être que leurs velléités seront un peu moindres. Voilà. Porte-avions, vraie question. Vraie question. Moi, je suis tout à fait favorable à un deuxième porte-avions. Du reste, bon, la LPM a permis l'étude d'un deuxième porte-avions. C'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de permanence d'un groupe aéronaval. Je rappelle que le porte-avions, c'est aujourd'hui utilisé qu'à 65% de son temps. Je l'ai visité encore la semaine dernière, pardon. Il était à quai, en réparation, normal. C'est des opérations de maintenance tout à fait classiques, tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, avec des périodes plus ou moins longues d'immobilisation. En d'autres termes, on a un groupe aéronaval à 65% du temps. Donc pendant 35%, ce groupe ne peut pas être déployé. Donc un deuxième porte-avions ne veut pas dire un deuxième groupe aéronaval, parce qu'un groupe aéronaval, c'est le porte-avions, qui est la pièce maîtresse, mais aussi tout ce qui l'accompagne. Station de protection, sous-marin, frégate anti-aérienne, bateaux ravitailleurs, les avions de la marine, les rafales marines qui l'accompagnent. Donc un deuxième porte-avions permettrait d'avoir à peu près une couverture de 100% de disponibilité à la mer d'une plateforme pouvant porter des aéronefs. Ça me semble indispensable. Bon, c'est pas dans notre programme encore, mais je pense que oui, c'est toute une question d'ambition, de volonté. Et si on veut se faire respecter, si on veut faire respecter cette ZE dont on parlait tout à l'heure, si on veut montrer qu'on compte dans le jeu, il faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, en Méditerranée orientale, on n'a plus la main. Nos bateaux se font entourer par des bateaux turcs ou russes, parfois algériens aussi, et c'est un vrai problème de libre circulation. La Méditerranée, aujourd'hui, on ne peut plus librement, nos bateaux ne peuvent plus librement circuler, naviguer, sans être embêtés ou stoppés par d'autres puissances plus nombreuses. Et c'est là où on reparle de la masse. Oui, nos bateaux sont extraordinaires, oui, nos frégates de défense aérienne ou nos FDI sont au top, mais bon, face à 3-4 bâtiments, ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est ce que j'ai prôné aussi pendant la LPM, on va vers 15 vaisseaux de premier rang dans notre flotte. À minima, les armées en demandaient 18. Et encore, c'est à minima, parce qu'on réduit, c'est toute une question de moyens. Mais si on veut compter et en Méditerranée et en Indo-Pacifique, il faut singulièrement se renforcer en termes de tonnage et ainsi de présence. Mais oui, à fond pour un deuxième porte-avions, à minima, oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on avait jusqu'à dans les années 80. On avait le Foch, Clémenceau, et à une époque, on avait jusqu'à 3 porte-avions aussi. Oui, aujourd'hui, on en a 0,65. Sur l'Afrique, simplement un constat, c'est qu'on va de déception en débandade. La politique africaine, sa politique étrangère tout court, entre fin du paternalisme et puis en voulant faire copain-copain, c'est que des échecs. Le Mali, le Niger, Soudan, tous nos points d'appui tombent les uns après les autres. Alors que pour moi, l'Afrique, c'est aussi notre richesse. Ça va être le pays qui va mettre la francophonie, la langue française, au deuxième rang des langues les plus parlées dans le monde. On n'a pas su trouver, on n'a pas su parler. Aussi, manque de moyens. On peut parler de la fusion du corps diplomatique avec les autres corps de l'État, alors que c'était la richesse. On a une petite expérience à l'étranger, on sait que notre corps diplomatique était apprécié, était reconnu, était brillant. Le corps diplomatique français était brillant, avait une vraie savoir, une vraie culture par rapport à d'autres grandes puissances qui n'avaient pas cette subtilité de l'Afrique, de l'Orient. On a des grands ambassadeurs, des grands... des personnes qui connaissaient vraiment, des orientalistes puissants, qui faisaient que la France avait cette voix singulière, à part, équilibrée, qui savait parler à peu près à tout le monde. Aujourd'hui, on a aussi fusion des corps, les diplomates se retrouvent à l'intérieur, se retrouvent vague air dans des différents ministères, et on est en train de perdre cette génération qui était brillante, voilà, et qui faisait faire valoir les intérêts de la France à l'étranger. Donc tout ça, c'est un ensemble, et là aussi, je suis évidemment engagé, là aussi c'est un échec de plus pour la politique d'Emmanuel Macron.
suis un peu embêté avec cette question parce que, d'abord, on ne sait pas. Et tant mieux. Enfin, j'espère. On ne sait pas parce que ce genre d'armes doivent être... là-bas, c'est que ça doit être secret. Alors, certainement, je pense que la France travaille dans tout ce qui est cyber, c'est une volonté, même s'il faut reconnaître que tout ce qui est data, tout ce qui est intelligence artificielle, n'était pas véritablement au programme de la LPM. Je crois que le mot data n'est jamais cité dans la LPM. L'intelligence artificielle a été citée 2 fois. C'est un manque. C'est un manque. Pour autant, j'espère que nos services travaillent dessus. Je crois qu'ils le font, dans l'espace, notamment sur le renseignement. Il y a eu beaucoup de moyens vont être mis dans le renseignement. Ensuite, peut-être que c'est aussi, si on ne développe pas tant les objets décrits, c'est que ça va peut-être avec la conscience française. Pays des droits de l'homme, respect des différents accords, traités sur la guerre, qui a signé d'ailleurs le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Peut-être qu'il y a aussi un côté éthique, démocratique, qui fait que nous ne sommes pas enclins à travailler sur ces sujets. Mais en tout cas, sur ce qui est le cyber, le spatial, oui, je crois que nos armées, nos services travaillent dessus. Là aussi, la guerre des étoiles a commencé. Alors j'ai commencé, j'ai défendu un amendement la semaine dernière pendant le projet de loi de finances sur la mission de défense sur l'espace pour qu'on se donne plus encore les moyens d'investir dans l'espace, parce que j'ai dit que dans cette constellation d'amendements, la guerre des étoiles avait commencé avant que l'éclipse ne vienne, voire le soleil noir ne vienne. C'était Elisabeth Borne, juste après mon amendement, est venue pour annoncer le 49.3. Donc le soleil noir, c'est cette étoile qui vient tout détruire. Donc là c'est le cas, hein, tous nos travaux ont été détruits par le 49.3 d'Elisabeth Borne. Tout ça pour dire que la guerre des étoiles a commencé. Quelques heures avant l'invasion russe en Ukraine, il y a eu une attaque cyber des satellites de communication ukrainiens par les Russes. Que ces mêmes Russes, quelques temps avant, avaient détruit un de leurs vieux satellites par des moyens, je crois, qui venaient de l'espace ou depuis la Terre. Donc on détruit un satellite, que ça pour l'espace, mais aussi l'exoatmosphère. La semaine dernière, on a appris qu'un missile outil, donc yéménite, exo-atmosphérique, ils ont été capables d'envoyer un missile exo-atmosphérique, a été détruit par un missile Arrow israélien. Donc voilà, l'espace devient un théâtre de conflictualité, et ça depuis déjà quelques années. Donc oui, il est temps de s'en préoccuper. Dans la LPM, il y a je crois plusieurs milliards qui sont consacrés au développement du spatial. Il y a un programme qui s'appelle le programme ARES, Action et Résilience Spatiale, qui permettra de mieux détecter, parce que le principe c'est de savoir ce qui se passe là-haut. Il y a beaucoup d'objets, il y a des dizaines de milliers d'objets qui circulent. Alors ça peut être du débris, ça peut être du satellite, ça peut être des objets qui sont contraignants, on voit d'attaques, parce que nos satellites peuvent être attaqués par d'autres satellites. C'est là où je dis que la guerre des étoiles a véritablement commencé. Donc c'est ce programme ARES qui permet de mieux détecter, cartographier, répertorier et mener des actions depuis l'espace. Avec notamment le programme Égide, hein, c'est des satellites en fait qui peuvent se déplacer. Et alors comment, je ne sais pas trop parce que ça reste du classifié, mais qui peuvent détruire, intercepter ou éviter que ces satellites ennemis viennent perturber les nôtres. Donc ça demande des moyens. Je ne suis pas sûr, moi j'ai prôné dans un de mes amendements, donc avant que le soleil noir n'arrive, j'ai demandé à ce que les cibles ont été réduites par rapport à la dernière LPM. On avait 2 Syracuse 4C, il y en a un troisième qui a été abandonné avec cette nouvelle LPM. Ces Syracuse, c'est ces satellites qui sont géostationnaires à 36 000 km et qui permettent le flux de communication. Parce que nos armées aujourd'hui ne parlent que d'une chose, notre défense n'est axée que sur une chose, sur la connectivité. Voilà. Tout est bulle de connectivité, tout est bulle de combat, que ce soit le SCAF, le système de combat aérien du futur, que ce soit le groupe aéronaval dont on parlait tout à l'heure, avec son escorte. On est dans une bulle de connectivité où les informations doivent s'échanger très rapidement sur la situation tactique, parce que
les missiles allant de plus en plus vite, on parle de missiles hyper véloces, balistiques, etc. Donc les décisions doivent être rapides pour voir le point de départ, visualiser sa trajectoire, la réponse, ami, ennemi, voilà. Et tout ça demande beaucoup de flux. Et les retours d'expérience qu'on a, notamment Orion, où on nous disait que, avec le programme Scorpion aussi, qui se veut aussi connecter, on se rend compte que ça ne fonctionne pas toujours. Donc les tablettes numériques, quand il pleut, c'est difficile de les utiliser. Donc on revient à la carte et au crayon, et puis on note tout. Donc oui, c'est important, on a besoin, mais les cibles se réduisent. Alors on nous dira qu'il y a des constellations, notamment Iris Carré, mais qui est une constellation européenne qui permettra d'avoir un réseau résilient de communication aussi. C'est européen, c'est moins souverain. On l'a vu en Ukraine. Justement, je parlais de cette attaque russe sur les moyens de communication ukrainiens. Du coup, Starlink, Musk vient au secours des Ukrainiens pour fournir son réseau. Sauf qu'à un moment donné, les Ukrainiens voulaient faire une contre-attaque ou attaquer des ports. Et là, il a coupé les accès. Et donc, ça a fait avorter cette campagne. Donc, oui, le système privé, parce qu'on utilise des données du système privé, peut-être des données de plusieurs pays, donc, mais pas souverains, mais on voit aussi les limites. Moi, je défends le souverainisme. Je défends le souverainisme dans la défense, comme en agriculture, comme dans la santé, mais particulièrement dans la défense. Je comprends que ça puisse être compliqué parce que ça nécessite des moyens colossaux. Est-ce que la nation est prête à accepter ? Bon, je pense qu'il le faut. C'est le niveau d'acceptation de la charge. Mais c'est comme une assurance. Je veux dire, l'assurance, c'est toujours ennuyeux de la payer. Ça ne sert à rien, une assurance, jusqu'au jour où la maison flambe. Et là, on est bien content d'avoir investi dans l'assurance. C'est pareil. La défense, ça ne sert pas grand-chose. On ne voit pas trop à quoi ça sert. Sauf que quand il y a des crises, et la vérité, il y a des crises tout le temps, et on en a besoin. Donc voilà, c'est un effort, à mon avis, que la société doit faire, doit être consciente de devoir le faire pour développer. On doit développer nos moyens de renseignement électromagnétique. Alors ça, c'est des satellites CRS, je crois qu'on en a 2. CSO, des satellites d'observation, des satellites de communication, et ces moyens d'agir dans l'espace. On a un centre de l'espace qui est à Toulouse et qui gère ça. Il y a eu des exercices qui s'appellent Astérix aussi dans le cadre d'Orion qui a eu lieu. Voilà, il ne faut pas louper le coche comme on l'a fait avec les drones, la dronisation de nos armées. Ça demande des moyens, mais aujourd'hui, c'est celui qui va tenir l'espace qui tiendra le reste du champ de bataille. C'est notre richesse, c'est notre force. On a une base industrielle technologique de défense incroyable. On est capable, ce petit pays qui est la France, est capable de faire des sous-marins qui envoient des missiles nucléaires avec une propulsion nucléaire dans un espace de quelques dizaines de mètres. On est capable d'avoir un Rafale qui est le meilleur avion au monde, qui nous est envié, qui porte la bombe nucléaire. On est capable d'avoir un porte-avions à propulsion nucléaire. Il y a très peu de pays dans le monde, peut-être les Américains, avec une catapulte électromagnétique, une propulsion nucléaire. On est 2 pays, la France et les États-Unis. Notre avion qui est envié de tous vaut le F-35 américain. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est juste une prouesse technologique. C'est ce qu'il y a je pense que c'est l'outil technologique le plus développé au monde. Système de calcul, lancer une ogive nucléaire, être propulsé par une centrale nucléaire dans un sous-marin à 300 mètres de profondeur. On est capable de choses tout à fait extraordinaires. C'est une histoire d'assaut, par exemple, c'est une histoire familiale, une histoire française, Thalès, nos satellites, et on a cette richesse. Moi, je pense qu'il faut promouvoir ça, donner les moyens. Aujourd'hui, il faut savoir que, alors il y a les grands groupes qu'on connaît, Airbus par exemple aussi, Airbus, Dassault, Thales, Safran, mais derrière il y a tout un tas de PME, PMI qui sont la supply chain de ces grandes boîtes et qui sont confrontés à des problèmes de financement parce que les banques, à cause de la réputation, la politique réputationnelle, sont peu enclines à financer une industrie de défense qui est pourtant, encore une fois, pourvoyeuse de commerce extérieur, pourvoyeuse d'emploi, pourvoyeuse de plus-value pour le pays. C'est aussi des lobbies au niveau du Parlement européen, de l'Union européenne, souvent qui viennent d'Allemagne d'ailleurs, pour
avec des labels, les labels ESG, environnement, sociétaux, qui classent les industries de la défense comme pas conciliantes avec ces labels, donc qui sont difficultés pour la recherche, difficultés pour le financement. Nous, au contraire, on doit se détacher de tout ça pour dire oui, on veut investir dans la défense. Parce que d'une part, c'est notre garantie de notre souveraineté, garant de notre indépendance, de notre liberté, mais aussi parce qu'on a ce savoir-faire. On a déjà des ingénieurs extraordinaires, peu, mais ils sont très très bons par rapport à la masse d'ingénieurs indiens, chinois ou américains, et on est capable de faire des outils sur la balistique, sur l'hypervélocité aussi. Avec des boîtes comme Arianespace. Il faut qu'on remette à l'ordre du jour. Donc, comprenez, quand il y a des verts, des écolos, qui nous interdisent de faire des barbecues, qui nous interdisent d'avoir des piscines, qui nous interdisent de rouler avec de voitures, qui nous interdisent tout, grosso modo, et qui nous interdisent, qui voient dans l'avion, comme l'expression du mâle cinquantenaire qui veut profiter de la vie et qu'il faut abattre. Bon, c'est sûr que ces gens-là, même s'ils sont peu nombreux, on voit au chapitre, et contribuent à créer cette ambiance où on fait de l'aérobashing, quoi. Dans les avions, c'est mal, il ne faut pas prendre l'avion. Alors les avions de chasse, nous n'en parlons pas, non, au contraire. Voilà, nous, on se positionne tout à fait l'opposé, et il faut le montrer, notre savoir-faire, parce que je suis allé à Midipol, je suis allé à Sophins, je suis allé au Bourget, nos forces spéciales sont juste extraordinaires. On parlait des différents régiments d'armée de terre, mais des commandos du CPA 10, CPA 20, CPA 30, les commandos marines que je connais un petit peu, sont les meilleures forces spéciales au monde. Je suis un peu chauvin, c'est certain, mais je crois qu'ils sont reconnus de tous. Ils sont reconnus de tous, capables de faire des actions brillantes. Le soldat français est rustique, il est agile, il est performant, donc il faut l'entretenir, tout ça. Ça passe par des moyens financiers, mais aussi peut-être par une force morale que le pays doit retrouver. Il faut qu'on fasse la promotion de nos armées, la promotion de la France, de ses valeurs. Aujourd'hui, on a du mal, les armées ont du mal à recruter. Redonnons le goût de la France. Quand on redonne le goût de la France, alors c'est très complexe, c'est très global comme question, si on redonne le goût de la France, on redonnera l'envie de se battre pour la France. Et je crois qu'elle le mérite. Alors le SCAF, c'était ma première question au gouvernement. Tu sais, le mardi, on pose des questions au ministre, et ma première question au gouvernement, c'était ministre Lecornu, sur le SCAF. Parce que c'était il y a l'année dernière, ça pataugeait, bon, ça patauge toujours, hein. Mais il y a le sujet du SCAF et le sujet de la coopération avec les Allemands. Ça va de pair. Ces dernières années, il n'y a pas une seule coopération qui a fonctionné. Il y a le SCAF, on peut parler du MGCS, le char du futur. On peut parler du programme MOSE, qui remplaçait les avions atlantiques de surveillance. Il y avait un programme aussi qui s'appelait SIF, je crois, pour les feux dans la profondeur. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas parce que pourquoi Parce que c'est un rêve, c'est un tandem. C'est ce fameux couple franco-allemand, c'est beaucoup de déclarations d'amour, mais en amour, il faut des déclarations, mais il faut surtout des preuves d'amour. Et là, les preuves, on n'en donne pas. Et dans ce tandem, on a l'impression que c'est la France qui pédale, et puis les Allemands qui tiennent le guidon. Donc, on n'a pas les mêmes... C'est une utopie, c'est une forme de romantisme, d'utopie, idéologique, purement idéologique, pour construire ce couple franco-allemand. Mais ces programmes partent d'abord d'une envie politique avant d'être d'un besoin militaire. Oui, les coopérations, ça doit exister, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, parce qu'il y a des technologies qui nous manquent, et c'est bien de les mettre en coopération avec d'autres pays, d'autres entreprises, et très bien pour le bien de nos armées. Mais pour le char, la MGCS, ils ont un calendrier totalement différent, ils ont une entreprise, une base industrielle de défense qui n'a pas la même vision, parce que leur Léopard, ils le vendent, et puis ils en ont besoin jusqu'en 2035, 2040, c'est pas du tout le calendrier, nous on en a besoin assez rapidement, mais il faudra attendre le calendrier allemand. Eux, ils ont besoin de chars très lourds sur les grandes plaines de l'Europe centrale, nous c'est pas forcément notre besoin, mais revenons au SCAF. Le SCAF, cet avion, il doit porter la bombe nucléaire, les Allemands ne sont pas dotés, il doit atterrir sur un porte-avions, les Allemands ne sont pas. Donc, dès le départ, la finalité n'est pas la même. Mais on veut absolument, alors que dans une collaboration, on définit l'appel d'offres, on définit les besoins, voilà ce qu'il faut comme outil, comme élément, voilà ce dont on a besoin,
Et après, on monte la coopération. Tandis que là, on monte la coopération, on dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Bah moi, je veux ça. Ah mais non, mais moi, j'ai besoin de ça. Mais il me faut ça. Ah non, mais moi, c'est ça. Et donc, ça patine. Ça patine au nom de cette idéologie européenne, franco-allemande. Et on voit bien que les partenaires travaillent très difficilement. Dassault nous dit très clairement, bon, écoutez, nous on est capable. Hein. Le standard F5 du Rafale, avec tout le système qui peut aller avec, le Neuron, le drone accompagneur, accompagnant, le Loyal Wingman, même des drones qui pourront être dans cette bulle de combat. A priori, on peut le faire. Si vous nous donnez moyens, la visibilité, on le fait. Et j'ai bien peur que tout ça finisse en notre boudin, et derrière, ce soit du temps perdu. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de perdre de temps, parce que la menace est là. On a trop vécu, trop longtemps, vécu sur les dividendes de la paix. On croyait la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. On a besoin d'armées fortes, puissantes, pour montrer qu'on est présent. C'est la question qu'on évoquait tout à l'heure sur l'Indo-Pacifique. On a besoin de cet avion de 5e génération, comme on a besoin de chars du futur, mais pas s'entêter. Je suis sûr qu'on a des partenaires, qu'on pourrait travailler avec des partenaires européens, ou peut-être même pas. Peut-être qu'en Orient, on a des clients fidèles, loyaux, qui aiment les produits français. Alors c'est en Égypte, c'est les UAE, enfin les Émirats Arabes Unis, ça peut être dans l'océan Indien, peut-être l'Indonésie. Enfin, voilà, il y a peut-être d'autres partenaires avec qui seraient heureux de travailler avec nous pour construire ces objets du futur. Qui est d'ailleurs un discours que j'entends beaucoup dans les gens qui votent au Rassemblement national. C'est vrai. Bon, moi je crois qu'elle n'a pas, c'est pas sa place. Elle n'a pas sa place parce que l'armée n'est pas formée pour ça. C'est pas l'objectif de l'armée. L'armée, c'est avoir cette hypothèse de travail, comme de donner et de mourir pour défendre son pays contre une agression étrangère, ou une agression qui peut avoir lieu sur le territoire. Mais l'armée n'est pas formée au maintien de l'ordre, l'armée n'a pas des pouvoirs de police. Cela revient à une police. Et la police qui est très bien formée, qui est très compétente pour ça. Mais la vraie question qui est derrière, c'est... Il y a deux vrais sujets, à mon avis, derrière. Le premier, c'est de dire... pourquoi on pense à l'armée? Parce que l'armée, c'est le seul corps, la seule entité en France, dans l'esprit des gens, et pas que dans l'esprit des gens, en réalité, qui tient la route, qui est capable de résultats, en qui on a confiance. Et on parle de l'armée pour rétablir la sécurité dans nos rues, dans nos banlieues, mais on parle aussi de l'armée pour faire l'éducation des enfants, on parle de l'armée pour pallier les manques de l'éducation nationale. L'armée, c'est pour faire la guerre, c'est pour défendre notre pays avec des armes et pas pour toutes ces missions. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas forcément les moyens et capacitaires et humains de le faire aujourd'hui, donc encore moins si on leur ajoutait ces missions-là. Et puis derrière, la question qui est sous-jacente, c'est le laxisme de la police, le laxisme de la justice. La police fait très bien son travail, nous avons des très bons policiers, mais qui sont épuisés parce que surmenés, parce que démotivés, découragés, on ne parle pas des problèmes matériels, de rémunération, mais surtout, et on le sait très bien, on le vit au quotidien, ils arrêtent des délinquants une fois, deux fois, trois fois, ils sont relâchés dans la journée. Et, le vrai fléau, c'est ce laxisme judiciaire qui fait qu'aujourd'hui, un délinquant, à moins de commettre un crime très 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 grave, ne va pas en prison. Parce qu'en dessous de 6 ou de 9 mois, il y a tellement peu de places dans les prisons qui sont en liberté de surveiller, que il y a toujours des vices de procédure, parce que la lourdeur administrative passe par là, parce que les juges ne suivent pas les policiers. Donc là, il y a une véritable démotivation, et c'est ça le problème. L'armée ne peut pas être le problème à tous les maux de notre société. Donc évidemment, non, l'armée n'est pas faite pour assurer. Alors, malgré tout, on fait appel à elle avec l'opération Sentinelle. Bon, elle patrouille, mais elle sert plus de cible que... elle n'a pas des pouvoirs de police. Hein. Mais la présence, encore une fois, est réconfortante, parce que les gens, encore une fois, aiment l'armée, parce que ça se tient, parce que c'est efficace, parce que ça ressemble à quelque chose, parce que c'est entretenu, et donc du coup, inconsciemment, je pense qu'on veut de l'armée partout, mais c'est pas possible.